Oui, oui. Bonsoir. Ben voilà. Bonsoir. La productrice du film, Michel Gavras. Pendant une période de retour, on pourrait, mais non, je ne vais pas remplacer Costa après le film, parce qu'il est en interview, je ne sais pas où. Sur Europe 1, je crois. Peut-être. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, peut-être. Ouais. En tout cas, ce film a été un combat pour Costa, pour moi. La production, très difficile, parce que pas en français, pas en anglais totalement, en grec, avec des acteurs inconnus, des acteurs qui en plus étaient au théâtre. Et donc, on était dit que le lundi, mardi soir, parce qu'en Grèce, il y a beaucoup de films, donc pour survivre, ils doivent faire du théâtre. Donc, il était dit que le lundi, mardi soir et la semaine de Pâques, ce qui ne faisait pas beaucoup pour faire l'Europe entière. Donc, ça a été un combat, mais et j'espère que le combat va continuer après la projection du film, parce que c'est un film pas seulement sur la Grèce, mais sur l'Europe, et ce qu'il faudrait peut-être se battre pour changer l'Europe. Voilà. Merci, donc on sera rejoint tout à l'heure par eux. Vous pouvez applaudir Michel, allez-y. Ne bougez pas. Voilà, il y aura aussi Louis Plenel pour Mediapart. On est très heureux de recevoir aussi, y compris grâce à l'autre combat qu'il a mené récemment pour garantir désormais l'indépendance du titre Mediapart, qui est un combat absolument exemplaire à l'échelle de la presse française. Michel, merci, à tout à l'heure avec Costa Gavras et Louis Plenel. Voilà. Est-ce qu'on peut raconter dans un premier temps cette curiosité évidente pour l'actualité politique grecque, et puis ensuite cette découverte du livre qui va quand même à l'arrivée orienter fortement le scénario? Eh bien, bonsoir. Je vais commencer à travailler pour faire un film sur les Grecs, une sorte de mélodrame sur ce qui s'est passé en Grèce dès les premiers mois de la crise, qui était un des mois absolument tragiques pour tout le monde. Et peu à peu, je me suis aperçu qu'il y avait une autre personne, une autre entité dans cette histoire, qui était l'Europe. Et que l'Europe jouait un rôle très, très, très négatif dans cette histoire. Donc, je commençais à m'intéresser aux deux choses à la fois, et c'était impossible de faire un film avec les deux choses à la fois. J'ai décidé donc, vu le rôle de l'Europe, de faire une sorte de tragédie dans laquelle l'essentiel s'est passé en Europe, et on montrait aussi ce qui arrivait par la bande de Polonie, ce qui arrivait au peuple grec. Voilà. Et j'ai pu trouver ce qui me manquait pour compléter le scénario. J'ai pu trouver le livre de Varoufakis, qui lui étant au ministre, après le référendum, c'était la seule personne qui a démissionné. Donc il m'intéressait beaucoup. Je l'ai rencontré, il m'a montré des choses qu'il avait enregistrées, parce qu'il a enregistré toutes les conversations, enfin tous les échanges dans l'Eurogroupe, parce qu'il a aperçu très vite qu'il n'y avait pas de compte rendu. Donc il a tout enregistré, il m'a montré cela, il m'a fait écouter plutôt cela, il m'a fait aussi montrer des notes qu'il avait prises au fur et à mesure de ces échanges, et je me suis aperçu que là il y avait la possibilité de faire un scénario, mais en fait une sorte de tragédie. Voilà, une tragédie un peu à la manière de la tragédie grecque ancienne. Voilà. On dit une deuxième. Je vais dire une chose, je vais dire aussi, et lui c'est un ami, je suis content que c'est lui ici, parce que d'une certaine manière, il a suivi l'écriture du scénario d'une manière très particulière, parce que quand je fais la première continuité, on était en train de travailler ensemble sur une chose, et je lui ai fait lire, il m'a donné son opinion. Plus tard, quand j'ai avancé beaucoup plus, je lui ai fait lire de nouveau, il m'a donné de nouveau son opinion, c'était une aide assez importante. Alors, avant de poser les questions suivantes avec lui, du coup, je veux bien revenir quand même, parce que vous dites un truc troublant, parce que le film, du coup, quand même, est très proche du personnage de Varoufakis. Vous dites, mais en fait, j'avais moi-même des préjugés. C'est-à-dire que la campagne de dénigrement qui a frappé Varoufakis, y compris en France, vous avez aussi affecté d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez raconter comment vous l'analysez, ce dénigrement qui vous a atteint, vous, dans l'accès à sa personne, et comment vous l'avez surmonté? Pendant les 5 mois, 12 jours qu'on durait les négociations à l'Eurogroupe, il y avait une sorte de campagne de presse extraordinaire contre Varoufakis. À tel point que moi-même, je me suis dit un jour, mais
c'est quelqu'un qui empêche les danser en rond, il faut les sortir. Et quand on les sorti, enfin on l'a écarté plutôt que les sorti, j'étais très content. Je me suis dit, tout va changer. Eh bien, rien n'a changé. Ça continue de la même manière, ça continue toujours d'ailleurs. Ça n'a jamais changé. Voilà. Alors c'est ça qui m'a intéressé d'abord par lui. Et puis après, quand il a démissionné après les fantômes, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de très particulier, très, très, très héroïque. Et la personne à rencontrer, c'est une personne très intéressante, parce que c'est professeur d'économie, il travaille en Amérique, il travaille à Londres, il travaille en Grèce. Il a écrit un autre livre aussi très important sur l'économie mondiale. Et son livre, sur lequel je me suis basé beaucoup pour faire le scénario, il a reçu des prix un peu partout dans le monde, c'est un best-seller. Alors c'était aussi une assurance, parce que j'ai utilisé des dialogues et personne ne peut dire que c'est faux, parce que c'était vrai. Voilà, ça c'est essentiel pour moi, pour compléter le scénario. Edoui, peut-être que vous pouvez commencer par nous dire ce qui vous intéressait dans les scénarios envoyés par Costa, et puis ensuite dans le film, évidemment. Oui, bonsoir à toutes et tous. Non, je voulais d'abord dire combien, en fait, c'est un moment rare, là, parce que là, vous venez de voir le 19e long métrage de Costa Gavras, et c'est pas n'importe quel long métrage. Costa Gavras, et c'est comme ça beaucoup que nous sommes connus, pour ma génération, c'est celui qui a fait entrer la politique comme bien commun, comme idéal, comme déception, comme tristesse ou comme enthousiasme dans cet art populaire qu'est le cinéma. En racontant des histoires, pas en nous prenant la tête, en nous entraînant avec des histoires qui nous émeuvent, qui nous bouleversent, qui nous impliquent. Et dans les 18 films qui ont précédé celui-là, Costa Gavras n'a loupé aucune des grandes questions de ce grand demi-siècle, un peu plus, puisque ça démarre, oui, chez CZ, donc ça démarre en 69, donc on pourrait dire ce grand demi-siècle où, même s'il y a eu 2 autres longs métrages avant, toutes ces questions, que ce soit ce qui se passe au Chili aujourd'hui, Missing, l'état de siège, on pense à la Palestine, eh bien c'est Anaka, on pense avant les migrants, eh bien, il y a eu Éden à l'ouest, et je pourrais énumérer toutes sortes de thématiques comme celle-là qui ont été tout de suite prises presque par anticipation avant que d'autres s'en emparent par Costa Gavras. Alors pourquoi je dis c'est un moment rare? On va venir au film et à votre question et à son propos, c'est que en se saisissant de la crise grecque et du témoignage de Varoufakis, Costa Gavras fait quelque chose que je trouve très fort symboliquement. Il est arrivé, immigrant grec, ici, allant à la cinémathèque, apprenant son métier de cinéaste ici, et au fond, en parlant de son pays, dans cette œuvre, il prend notre question à tous, qui est cette question de l'Europe et de notre doute, de nos interrogations sur l'Europe. Alors, moi, ce qui m'a... C'est là où, en fait, il faudrait parler non pas seulement politique, mais cinéma. Parce que, évidemment, ce film, Costa va vous le dire, Costa, il raconte des histoires. Et à vous de vous emparer de ces histoires, de vous poser des questions sur qu'est-ce que ça pose comme question pour demain, pour après-demain. Certains spectatrices ou spectateurs, après ce film, disent c'est désespérant parce que on ne peut pas y arriver. D'autres disent, c'est plutôt mon point de vue, au contraire, c'est la vision d'une lutte, d'un combat, de quelqu'un qui mène ce combat, et y compris qui le mène avec les armes du lanceur d'alerte. Car ce film, nous l'avons visionné avec Costa Gavras, avec un spécialiste, un journaliste de Mediapart, spécialiste de l'Europe. Il était bluffé, parce que ce que vous avez vu là, grâce au cinéma de Costa et grâce au témoignage de Varoufakis, aucun journaliste ne l'avait vu avant. On est à l'Eurogroupe. On sait qu'on relève le petit truc qui montre le pays pour dire son vote. On voit les lieux, on voit la façon dont ça se passe. Mais on le voit. Je vais revenir au travail de Costa, mais parce qu'au départ, il y a ce lanceur d'alerte qui enregistre tout, qui joue ce lanceur d'alerte, car il est insider, outsider en permanence, Varoufakis. Donc, pour revenir à notre dialogue amical, bon, il y a
disons, il y a eu une question qui a très vite été dépassée par Costa, qui était une difficulté par rapport au témoignage de Varoufakis. Le témoignage de Varoufakis est tout à sa gloire. Forcément, Varoufakis, ça n'enlève rien à son talent, est assez convaincu de sa compétence, de sa qualité et de son brio. Et donc la question, c'était comment allait se passer. Il y a Varoufakis, mais il y a les autres, et notamment pas n'importe quel autre, Tsipras. Parce qu'il y a deux héros dans ce film. Il y a un héros vaincu et il y a un héros malheureux, piégé, hein, l'espadon, hein, et puis le balai à la fin. Bon. Et donc comment arriver à faire passer cela, comment le fait que ce soit subtil, que ce soit pas manichéen, qu'on sente quelque chose. Hein. Et là, tout le fil est là depuis la conversation au tout début avec l'économiste américain, hein, qui lui dit tu es un insider, ils vont te le faire payer, etc. Donc ça, il y a eu ces discussions. Mais surtout pour moi, c'est le miracle du cinéaste Costa-Gavras. Moi, je lui ai dit, mais c'est formidable toute cette histoire, c'est formidable de faire ça, c'est de salubrité publique, mais je ne sais pas comment tu peux y arriver. C'est des réunions. C'est emmerdant, les réunions. C'est des huis clos dans des réunions, avec la langue de bois, avec toute la bureaucratie. Mais comment tu vas rendre ça? Ton cinéma, c'est un cinéma d'action. L'écriture cinématographique de Costa-Gavras, c'est que chaque mouvement de caméra amène à un propos, nous emmène quelque part. C'est pour ça qu'il n'est pas au-dessus de nous, il est avec nous, il nous entraîne, c'est un raconteur. Quand on s'est vu, j'ai fait des entretiens avec Costa-Gavras pour le recueil de ses 18 précédents films. J'ai dit, c'est un raconteur, c'est le raconteur. Il nous raconte des histoires. Et on a besoin de récits. On n'a pas besoin seulement de gens qui nous disent ce qu'il faut penser. On a besoin de récits qui nous font réfléchir, qui nous donnent envie, etc. Bon, c'est bien, pour moi, un des rôles essentiels du cinéma. Et donc, la vraie question, et c'est la question que j'ai envie de lui poser là, c'est comment faire? Comment faire pour... Ces gens sont de nationalités différentes, parlent la même langue et en même temps d'autres langues. Ce monde d'hommes, ce huis clos, comment faire un film d'action? Et pour moi, le miracle du film que vous avez vu là, c'est que pas une seconde vous ne vous êtes ennuyé. Pas une seconde vous avez suivi tout ça. Et comment rendre des trucs qui sont des chiffres, des comptes, de l'argent, des choses abstraites, comment arriver à les faire vivre? Et pour moi, le miracle du film, fait avec pas beaucoup de moyens par rapport à une grande production comme celle-là, internationale, tous les acteurs sont de la nationalité du pays qu'ils représentent. Tous les acteurs. Le chef de l'Eurogroupe, c'est un Hollandais. L'acteur allemand, c'est un Allemand. Les trois Français, Christine Lagarde, Michel Sapin et Pierre Moscovici, ce sont des Français. Bon, tous les acteurs sont des nationaux. Comment trouver ce casting? Comment trouver des lieux qui arrivent à faire vivre ça? Et pour moi, là, on est au cœur de ce qu'est pour moi le cinéma de Costa-Gavras, c'est-à-dire nous parler de nous. Hein, c'est pas un égo-cinéma. Hein, c'est pas l'artiste à côté, au-dessus, dehors. Il nous raconte des histoires qui sont les nôtres et universelles. Hein, j'ai mentionné la Palestine et l'Amérique latine, mais je pourrais mentionner, d'ailleurs, je crois qu'il y a un cinéaste qui veut le refaire, Le Coup Près. C'est le premier grand film sur le drame du chômage, hein, à partir d'un roman policier où un gars tue tous ses candidats au poste qu'il veut occuper. Tous ses concurrents. Et Costa a traité ça. Il n'y a aucune de ces grandes questions. Donc voilà, je suis trop bavard. Mais pour moi, voilà, je voulais dire, il y a plein de débats politiques autour de ce film. Il appelle ça. Et c'est pour ça qu'il y a toujours plein de monde dans les séances, et peut-être dans les questions on y viendra, mais je voudrais il y a du travail derrière. Il y a comment on fait un mouvement de caméra, comment on fait un casting, comment on fait le scénario derrière, comment on fait le montage derrière. Il y a une écriture, ce ballet à la fin. C'est génial. C'est génial. Quand il y avait ça sur le scénario, je dis... Je comprenais qu'il y avait une idée, et c'est extraordinaire pour montrer En fait, le ballet raconte ce dimanche et cette nuit du dimanche au lundi,
ou Tsipras a été pris, et notamment par Merkel et Hollande, enfermé. Et comment faire passer, comment on va le toréer, comment on va le coincer? Et le ballet est extraordinaire. Et petit truc, parce que les spectateurs, un bon film, c'est celui qui fait qu'il y a plein de résonances. Et il y a un spectateur, le dernier débat qu'on a fait, c'était à Strasbourg, spectateur connaissant bien le cinéma de Costa, qui dit il y a une résonance avec le final de Z. Bon, et il n'y a pas pensé. Et le final de Z, et c'est intéressant parce que, et ça va avec la musique, dans Z, c'est la musique de Mikis Theodorakis. Et là, qui était en prison à l'époque. Et là, c'est une musique faite par le réalisateur ici, mais où on sent toutes les résonances de musique grecque. Et le final de Z, c'est dans le bureau du juge intègre, qui va devenir plus tard président de la République grecque quand il sera sorti de prison. C'est le ballet des généraux qui défilent. Et on est content, on sort, voilà, on a gagné, quoi. Voilà, les généraux passent tous pour se faire inculper et tout. Alors là, c'est une défaite, mais c'est aussi un ballet. C'est un ballet. Et c'est une idée. Voilà. Bon, je suis inconditionnel. Non, on a bien vu. Du coup, on va quand même essayer de transformer ces 12 questions en une. Quels étaient les pièges de mise en scène par rapport à ce sujet-là, qui effectivement, à la lecture du scénario, peut être rébarbatif, théâtral, pour le coup, au mauvais sens du terme? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit non, mais c'est vraiment un sujet de cinéma, et ça correspond à ma logique, y compris d'homme de spectacle et de cinéma d'action, pour reprendre le terme d'Edouard Plenel? C'est des sentiments très instinctifs au départ. Ouais. Et après, il faut trouver des solutions à chaque fois qu'on avance dans ces, comme vous l'avez dit, ces discours. Et il faut trouver l'intérêt à chaque fois pour aller de l'avant, pour comprendre ce qui va se passer après. Bon, puisqu'on entre dans ces détails-là, je vais vous donner simplement un exemple. Vous savez, quand la première fois il reçoit dans son bureau le chef de l'Eurogroupe, il laisse les autres dehors, lui rentre avec lui dedans, il commence à parler. On aurait pu faire la scène, toute la scène, le même dialogue linéaire, complètement. Mais pour essayer de donner plus d'intérêt au spectateur, tout d'un coup, il propose de s'asseoir. Et l'autre ne s'assoit pas. Alors, moi, spectateur, parce que je suis le spectateur du film, moi, spectateur, je me suis dit, pourquoi elle ne s'assoit pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on crée comme ça, point par point, tout le long du film, avec des petits détails comme ça, l'intérêt pour aller à la scène suivante et jusqu'à la fin du film. Voilà. C'est un travail long, c'est un travail où il faut éliminer beaucoup de dialogues, mais là j'avais un avantage formidable, j'avais les dialogues déjà enregistrés, donc j'avais quelque chose à réduire surtout et à choisir. Ça devenait beaucoup plus facile et j'étais sûr que j'avais le droit d'utiliser ces dialogues sans tricher, sans inventer des dialogues. Et très souvent, sans noircir les personnages. D'ailleurs, j'ai coupé beaucoup de choses qui noircissaient les personnages quand ils parlaient, pour essayer, comme dans une tragédie que j'ai décidé de faire, de donner l'impression que tout le monde a raison. Mais ce n'est pas la raison de tout le monde. Et surtout, ce n'est pas la raison du peuple grec qui, à l'autre bout, il souffre. Voilà, c'était ça l'idée que j'ai essayé d'insister, d'insérer avec le choix de faire une tragédie. Alors, j'avais parlé de la fin. Mais c'est la tragédie grecque, c'est automatique. C'est le cœur. C'est le cœur qui s'exprime à la fin et à la place des acteurs et qui raconte l'histoire, qui demande au spectateur de participer à son explication et que vous, spectateurs, vous devez comprendre ce que je vais vous dire. C'est une sorte de collaboration qu'on essaye de faire. Parce que c'est vrai qu'un film qui a une continuité et que tout d'un coup on s'arrête, il y a des gens qui dansent, on se dit mais qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on attend une bonne fin. Une bonne fin, c'est-à-dire les méchants sont punis et les bons glorifiés. Bon, alors, on a fait le contraire là. Donc, c'était ça, c'est ça que j'appelle une espèce de collaboration avec le spectateur. Rester à son niveau. Parce que, je le répète, le metteur en scène, c'est le premier spectateur. Je me sens comme le premier spectateur. Ça a été préparé par d'autres scènes qui sont un peu extraordinaires. Par exemple, la scène du restaurant où tout à coup le peuple fait masse. Qui là aussi nous fait sortir d'une logique de vraisemblance. Il fallait montrer le peuple. Le peuple, on l'a montré quand il fait des manifestations. Mais ça, c'est des choses qu'on est habitué à les voir, donc ça n'a pas une très forte valeur comme ça dramatique. Et il fallait montrer à un moment donné que le peuple est là. Et là, ils arrivent les uns après les autres, ils sont là, ils disent rien. On lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez parler? Et le peuple n'a pas la possibilité de parler. Si, une fois par tous les 4 ans, ils votent. Et puis, ils ne répondent pas. Parce que le chef, enfin, les politiques doivent savoir ce que le peuple veut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent et ils s'en vont.
Voilà, ça aussi, le cœur, dans la tragédie grecque. On continue sur la résonance avec la tragédie grecque, quelque chose que je trouve très fort. Bon, c'est un matériau initial, sublimé ici, montre une immense violence. C'est très violent. C'est très violent dans ce chef de l'Eurogroupe, Schäuble, avec cet ordolibéralisme, hein, cette idéologie du marché qui doit exclure la démocratie, exclure le peuple, c'est une réalité. Hein. Donc là, on voit cette violence qui n'est pas n'importe laquelle. L'Eurogroupe, c'est celui qui décide des politiques économiques d'une monnaie commune. Et vous avez cette scène où ils veulent exclure, à cause du référendum et du vote, la délégation grecque, donc Varoufakis, et Varoufakis dit « mais de quel droit ?» Et il se tourne vers les fonctionnaires. Et là, on dit bah, « l'Eurogroupe n'existe pas. L'Eurogroupe est une dictature, n'a pas de statut, n'a pas de compte-rendu. C'est pour ça que c'est aussi un événement de ce point de vue, c'est que ça donne à voir ce qu'on n'a pas le droit de voir. Puisqu'en fait, ces Eurogroupes, c'est un communiqué qui est préparé hein, et qui arrive et qui tombe d'en haut. Hein, et où chacun fait ses commentaires derrière. Et dans un des débats avec Costa, ce qui m'est venu, c'est l'origine du mot obscène. Je trouve que cette violence, d'un point de vue politique, est par certains aspects obscène. Et je me suis souvenu, et c'est drôle parce que j'ai d'abord dit obscène, ça vient du latin obscenum, ce qui est hors la scène, ce qu'on ne voit pas. Et que ça m'a rappelé que c'est pas que du latin, parce que la scène, c'est un mot grec. Et au fond, c'était l'arrière hein, ça décrit ce mot, hein, l'arrière-plan d'une scène de théâtre. Et donc, il y a dans cette obscénité du pouvoir de l'argent, en clair, du pouvoir de la marchandise, du pouvoir sacralisé de l'argent s'imposant à la politique, il y a quelque chose qui est au cœur de cette mise en scène tragique. Hein, montrer ce qui est hors la scène. D'autant qu'on voit aussi très bien la scène, en l'occurrence la scène médiatique, puisqu'il y a une série de séquences dédiées à la communication commune des différents ministres ou représentants de l'Eurogroupe, et qu'à chaque fois, quand même, on est dans la production du mensonge, aussi bien sur la convivialité des relations qui ont permis la réunion qui précède, que sur la trahison de la parole donnée. Je pense à cette séquence formidable avec Michel Sapin. Enfin, il y a vraiment un jeu de stratification pour différencier ce qui se passe vraiment en coulisses, auquel on a enfin accès, et puis le devant de la scène qui est l'illusion médiatique. Ça faisait partie des éléments de structuration du scénario. La relation à la presse, qui sont continues. Et la relation à la presse. J'en ai commis beaucoup, hein, parce que je vais vous donner juste un exemple. Le président de l'Eurogroupe, il a dit une fois, un jour à la presse, voilà un peuple qui a dépensé 327 milliards en femmes et en alcool, et ils viennent nous demander de l'aide. Je ne l'ai pas mis dans le film, pour ne pas les noircir. On se demande comment un homme comme ça peut être président d'économie de ce groupe-là. Du parti travailliste hollandais, au passage. Il y a beaucoup d'autres phrases de ce type pendant la discussion à l'intérieur que je commets aussi, pour les mêmes raisons que chez vous, que je fais pour lui, parce qu'il fallait les noircir, il fallait montrer un monde qui se bat avec des idées un peu plus, même s'ils défendent des choses négatives, qui ne montrent pas le racisme anti-grec. Voilà, essentiellement c'était ça, parce qu'on sentait vraiment en permanence une sorte de racisme pour ce pays méditerranéen, qui, il est vrai, il y a beaucoup de Grecs, notamment les gouvernements d'avant, ont beaucoup triché avec l'Europe. Ils ont montré des comptes fausses, ils ont montré des... en dehors de cela, je cherche le mot. Bref, donc c'est eux, les gouvernements d'avant, qui ont fait monter ces dettes à ces niveaux-là. Donc, il est vrai aussi que beaucoup de ministres, notamment l'allemand, à l'intérieur de l'Eurogroupe, il y avait des raisons très précises, ça n'était pas seulement du racisme, il y avait des raisons précises de ne pas être pour la Grèce. Il voulait, avec sa position, de faire un exemple, de punir la Grèce et aller jusqu'au bout, malgré le résultat que tout cela avait sur le peuple grec. Mais aussi, ce que montre bien le film aussi, c'est qu'il y a les anciens gouvernements grecs, on le voit, mais la clé, c'est deux choses. Il faut punir politiquement, c'est-à-dire si la démocratie peut amener par un jeu de domino à faire changer l'Europe, c'est pas bon, donc il faut faire un exemple. Et deuxièmement, il faut sauver nos banques.
Parce que ces gouvernements tricheurs ont été accompagnés par les banques essentiellement allemandes et françaises. Donc ce qu'on fait payer aux Grecs, comme on l'a fait dans la crise de 2008, c'est d'abord sauver nos banques par le sacrifice du peuple. Et alors l'autre truc que je trouve que tu réussis très très bien, c'est qu'en fait dans tout ce monde qui est normalement censé parler économie, ils ne parlent pas économie. Et ils n'y connaissent rien. Et donc là où l'éruption de Varoufakis fait problème, c'est que lui, il connaît l'économie. Et il a un groupe d'économistes, et il parle économie, et il parle idées, et il parle projet, et il arrive avec un mémorandum, il arrive avec, une proposition, justement, pas le MOU, et on balaye ça. C'est-à-dire que, et là, on voit bien comment ce monde est un monde d'où l'idée est bannie. C'est un monde idéologique, en fait. Derrière le prétendu réalisme, c'est un monde d'où l'idée est bannie. Il y a un dogme. Il y a un dogme et une stratégie aussi, qui consiste à dire, voilà, c'est un gouvernement de gauche radical, on ne va pas lui faire des cadeaux. De toute façon, même s'ils sont jeunes, même s'ils sont bons, etc. Donc, parce qu'il se fera un mauvais exemple, ou un bon exemple, pour les autres gauches, ici et là, en Espagne, en France et ailleurs. Il y a ça aussi, il y a cette stratégie aussi, et qui la tiennent bien jusqu'au bout. Et qui la tiennent bien, c'est quand même les Allemands, parce que c'est ceux qui sont les plus puissants dans ce groupe. C'est pas très glorieux pour la France. Non, le film n'est pas complètement à l'honneur de la France. Oui. Mais la réalité... Christine Lagarde s'en sort pas si mal. Non, le titre vient d'elle. Le titre vient d'elle? Oui, c'est elle qui dit « We need adults dans le film. C'est elle qui dit, à mon avis, sur le titre, synthétise complètement ce qui s'est passé dans cette groupe. Au passage, le titre français du livre de Varoufakis, c'était « Conversation entre adultes ». Ça ne fonctionnait pas comme titre de film? Oui. On a changé parce que ça ne correspondait pas exactement à l'idée. Je ne comprenais pas. Mais j'ai tenu beaucoup à regarder le titre ou le film. Moi, j'aimerais savoir, en ayant entre vos mains les déclarations des hauts dirigeants, déjà, où est-ce que s'arrête la vie privée, en fait? Comment vous avez pu réussir à utiliser ces déclarations? Est-ce qu'elles étaient publiques ou pas? La vie privée, elle n'entre en aucun moment dans le film. Ce qui rentre dans le film, c'est la participation professionnelle dans cette histoire. Donc, ce qu'ils disent, c'est public. Ça n'est pas public. En plus, ce qu'ils disent, et qui a été enregistré par Varoufakis, c'est que c'était nécessaire, c'est des adversaires, c'est pas des amis. Si vous faites le parallèle qu'on a eu en France avec le président Tsipras, président Sarkozy avec son conseiller qui l'a enregistré, c'est pas tout à fait la même chose. Tsipras enregistre des adversaires. Donc la situation est complètement différente. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà par rapport à votre question. Vous voyez comment on a reculé dans notre exigence démocratique. La Révolution française se fait avec un mot d'ordre, dès l'été 1789, la publicité et la sauvegarde du peuple. Tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Les assemblées doivent être publiques. Les délibérations doivent être publiques. Les budgets doivent être publics. L'utilisation des impôts doit être publique. La justice doit être rendue publiquement. C'est une exigence profonde et qui est, entre nous, au cœur de notre actualité. Vous avez vu en Australie toute la presse qui a fait des bandeaux noirs de une de presse parce qu'on veut leur interdire au prétexte sécuritaire l'accès à des informations d'intérêt public. Vous avez vu Boris Johnson dans le cadre du Brexit. Le Parlement demande, car c'est le premier Parlement, le Parlement britannique, qui a mené cette bataille au XVIIIe siècle pour que les assemblées soient publiques, pour que les livres de comptes, de budget de l'État soient publics, open the books. Et pour le Brexit, ils lui disent « vous devez rendre publics les documents sur tous les scénarios du Brexit ». Il a refusé. Ils ont fait des recours, ils ont mené une bataille. De la même manière, c'est la bataille actuellement aux États-Unis face à la présidence Trump. Les parlementarismes vivants, et en France, hélas, nous n'avons pas un parlementarisme vivant, y compris dans notre culture démocratique commune, se battent là-dessus. Tout ce qui est d'intérêt public, ce qui concerne notre vie publique, doit être public. Le scandale de l'Europe,
c'est que les décisions principales concernant notre vie à nous, citoyens et citoyennes européens, notre vie quotidienne, c'est-à-dire, en clair, notre monnaie commune, donc les économies partagées, sont prises dans cet Eurogroupe, où sont tous les ministres concernés, et cet Eurogroupe n'a pas de compte-rendu. Il n'y a pas de compte-rendu. On a un compte-rendu des débats, des avis différents, qu'a dit le finlandais, qu'a dit l'italien, qu'a dit le portugais, on ne le sait pas. Et comme vous le voyez là, il y a un communiqué qui est prévu d'avance pour tout verrouiller. Rendez-vous compte combien... Et cette exigence devrait tous nous partager, mais nous sommes un pays où, par exemple, le Conseil constitutionnel, dont les membres sont nommés par, hélas, le pouvoir présidentiel qui contrôle les majorités parlementaires, mais le Conseil constitutionnel, il débatte à 9. Mais on aimerait savoir parfois s'il y a des avis minoritaires, si c'est 6 contre 3 ou 5 contre 4, sur des questions qui nous concernent tous. Il y a ça à la Cour suprême des États-Unis. S'il y a un avis minoritaire, il est public. Nous, on ne l'a pas. On ne sait pas. Ce qui a permis des truandages, y compris de campagne électorale, par exemple l'adoption forcée des comptes de campagne 95. Alors que les fonctionnaires ont dit c'est truqué, on ne peut pas accepter. Et le président du Conseil constitutionnel a dit ça, c'est remettre en cause la campagne présidentielle. Donc il faut se coucher. Revenez et faites d'autres additions. Donc cette question du droit de savoir, qui n'est pas l'idée de transparence qui est totalitaire, l'idée que tout doit être transparent. Non, il y a en effet des barrières, la vie privée, des choses intimes. Mais ce qui est d'intérêt public doit être public. Doit être public. Et dans les symboles de cet idéal, qui est dans tout, vous retrouverez ça dans les musées, dans les affiches, il y a une exposition à l'Assemblée nationale actuellement, il y a un œil, il y a des rayons de lumière, comme un soleil, et il y a un œil au milieu. C'est l'œil du peuple. Tout ce qui est d'intérêt public doit se faire sous le regard du peuple. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas. C'est pour ça que ce film est un événement. Il donne à voir, beaucoup plus largement que le témoignage de Varoufakis, ce qu'on ne veut pas que nous voyons. Et là, nous le voyons, et personne ne peut contester ce qu'il y a dans ce film. Ça s'est vraiment passé comme ça. Moi, j'ai trouvé vraiment fantastique ce film. Je me demande comment on peut être écrivain ou cinéaste pour ne pas s'emparer des problèmes de l'Europe actuelle, parce que c'est vraiment le cœur de la tragédie pour les Grecs, bien sûr, mais pour nous tous. J'ai pensé un peu à Z, mais j'ai pensé plutôt au docteur Folamour. C'est un peu facile, parce qu'il y en a un qui est en chaîne, Wolfgang Schäuble. Mais c'est ça, la dette. La dette qu'on a au-dessus de nous et qu'on nous impose, c'est la bombe atomique. Et c'est ce qui écrase tous les peuples européens. Christine Lagarde, je ne crois pas du tout qu'elle soit la bonne personne dans l'affaire, parce qu'elle a reproduit la même chose après l'assassinat du peuple grec en Argentine, un gouvernement ultralibéral comme Macri, qui vient heureusement d'être mis en déroute par une élection. Ils ne sont pas dans la prison européenne. Il y a déjà un président qui a refusé en Argentine l'ALCA, qui était un système qui aurait maintenu l'Amérique latine sous la domination américaine. Et donc il y a eu une dette qui a gonflé énormément pour la deuxième fois en 10 ans, et qui était en train de recréer le même génocide économique en Argentine. Bon, ils en sont sortis, mais en tout cas, Christine Lagarde a recommencé les mêmes mesures scélérates, et en plus elle va être nommée, ces jours-ci, elle va prendre la BCE. Donc ça promet. Mais vraiment, merci pour se lever après le référendum en 2005. L'apothéose, c'est quand même le non au MOU, à toute cette politique, et qui a encore une fois été bafouée. Il est temps que les peuples se réveillent, mais peut-être qu'on vous le devra un jour, si ça se réveille. D'abord, je peux vous répondre sur Christine Lagarde. Moi, j'ai beaucoup lui faire une héroïne, n'est-ce pas? Mais je trouve que c'est la seule dans ce groupe qui l'a dit dès le début. Elle a dit dès le début, c'est dette n'est pas possible à payer par le peuple qui n'a pas assez d'argent.
Donc c'était un élément très important, parce que tous les autres disaient non, il faut la payer, à commencer par l'Allemagne, il faut la payer, on ne le laisse pas, il faut la payer. Donc c'était un point positif. L'autre point positif pour moi, c'était le fait qu'elle a dit à un moment donné, il faut des adultes dans cette réunion-là, dans cet endroit-là, parce que vraiment tout ce qui s'est dit, c'est complètement absurde. C'est-à-dire, ces choses-là, pour moi, étaient très importantes. Ils étaient très importants aussi pour les ministres grecs, parce qu'ils ont pu quand même aller de l'avant. C'est vrai que dirigeant une entreprise, pas une entreprise, une institution énorme avec des milliards, étant le président, je ne pense pas que c'était la personne la plus gentille et la plus la plus humaniste dans cette institution-là. Elle avait fait une chose aussi avant, quand elle était ministre en France, qui m'avait aussi intéressé à l'époque. Elle avait envoyé au gouvernement grec à l'époque, tout à fait au début de la crise, une liste de 2200 comptes en banque en Suisse des Grecs entrepreneurs ou des gens riches. Et le gouvernement grec, c'était à mon avis unique, je ne sais pas si ça s'est produit très souvent ces choses-là, et le gouvernement grec, plutôt le ministre de l'économie à l'époque, il a effacé les noms de ses copains et de sa famille, il a donné à un autre ministre, et l'autre ministre a dit on a perdu. On a perdu la liste, et heureusement un journaliste l'a trouvé, et l'a publié. Et le procureur général d'Athènes lui a fait un procès. Il a failli aller en prison pour avoir divulgué des documents officiels, et heureusement il y a eu une pétition mondiale, et ils ont arrêté les procès. Donc c'est ça, pour moi, Madame Lagarde. Mais c'est vrai qu'on va voir ce qu'elle va faire là. Il y avait une autre partie dans votre intervention. Après, c'était l'Argentine. L'Argentine. Oui, l'Argentine. Oui, l'Argentine, c'est un autre drame qui dure depuis plusieurs années, un peu comme la Grèce maintenant. Je pense que la situation est quand même tout à fait différente par rapport à l'Argentine. Parce que l'Europe pourrait faire un geste pour changer le sort des Grecs. Varoufakis le propose plusieurs fois. Il ne demande pas d'annuler la dette complètement, il répète qu'il faut arranger d'une autre manière cette dette. Voilà. Il ne le faut pas. Il ne veut même pas entendre parler de moindre accord à part de ceux qui veulent l'opposer. C'est-à-dire la stratégie, qui est la stratégie allemande. Parce qu'ils veulent faire un exemple, et comme je le disais avant, ils ne veulent pas que le gouvernement de gauche ait une victoire. Merci pour ce film. J'aurais une question sur le personnage de Tsipras. Je trouve qu'il manque un peu d'épaisseur, c'est-à-dire, je me demande si c'est voulu, parce que c'est quelqu'un qui quand même a fait un référendum, qu'il a gagné, et qui malgré tout se laisse influencer par l'Europe. Je veux dire, dans le film, quel genre de personne c'est? On n'arrive pas trop à savoir. D'ailleurs, dans la réalité non plus, je ne sais pas quel genre de personne ça peut être. Et si, quand il regarde dans la glace tous les soirs, comment il doit se sentir. Voilà, j'aimerais savoir si c'est fait exprès. Non, moi je pense que c'est un personnage logique, parce qu'il est, pour la première fois, la gauche radicale, grâce à lui, a gagné le pouvoir en Grèce. On ne s'est jamais vu avant. Les socialistes avaient le pouvoir, mais ils l'ont gâché très très vite. Et il y avait un grand espoir. Pourquoi? Parce que je pense que les Grecs, en le lisant, ils ont voulu balayer tous les vieux qui ont amené le pays là où il était. Et c'est vrai qu'il s'est trouvé dans une situation absolument extraordinaire, sans aucune expérience de Premier ministre, sans aucune expérience de l'Europe au début. C'est pour ça que j'ai mis au début du film, quand ils arrivent en Europe, ils sont comme des enfants, ils regardent le palais de l'Union européenne comme si c'était le Versailles. Ils allaient à la fête. Non, ils allaient à la catastrophe. Et il s'est trouvé face à des Européens qui lui résistaient, comme je le répétais, comme vous l'avez vu, d'une manière formidable. Alors on arrive à un moment donné, il a voulu être sauvé par le référendum. Alors beaucoup de gens disent qu'il voulait que Louis gagne, comme ça il serait tranquille au pouvoir. Je ne sais pas, j'ai aucun élément pour dire oui ou non dans cette proposition. Mais je pense aussi, quand il a dit oui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire quand il a dit le contraire de ce qu'il avait promis au peuple. Il a été directement à la Chambre des députés grecs, il a dit voilà, je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ils l'ont voté à 73%. Donc il reste légitime. Et qu'est-ce qu'il fait 2 mois après? Il fait des élections et il les gagne de nouveau. Donc il reste légitime complètement, mais ce qui manque dans sa légitimité, c'est l'éthique.
Moi, je pense que la politique, l'éthique est indispensable. Sinon, on fait n'importe quoi. Parce que je pense que dans votre troupe, en fait, je pense qu'au contraire, par petites touches, le film montre, justement, nous livre une énigme, nous appelle à déchiffrer cette énigme. D'abord, je pense qu'il y a quand même une chose évidente, qui est que c'est un homme de parti. Un homme de parti, en plus IS, puisqu'on sent des tendances différentes. Il y a ceux qui disent on se tourne vers la Russie et tout ça va s'arranger. Voilà, on sent des tensions entre un parti communiste de tendance traditionnelle et un peu conservatrice, d'autres courants, et il doit fédérer ça. Et on sent, ce que je crois être la réalité, que Tsipras, avec, il ne faut pas oublier, c'est dit sur le score que fait Varoufakis à l'élection, début 2015, Tsipras se dit, j'ai au fond, comme on dit, j'ai un atout, j'ai un joker, j'ai cet outsider qui connaît le monde, qui parle la langue, qui s'impose sur la scène internationale, et lui, il va réussir. Il va réussir à les faire baisser la garde, sans mauvais jeu de mots, hein, et à ce qu'on y arrive. Et il parie là-dessus. On le voit bien défendre Varoufakis, hein, dire ne remettez pas en cause, il parie là-dessus. Et puis la campagne contre Varoufakis est terrible. Et les autres, les professionnels de la politique, ne sont pas les derniers à alimenter toutes ces critiques de Varoufakis. On le sent dans le climat, on sent les ambitions des uns des autres, et on sent le type qui doit gérer ça. Varoufakis, il n'a pas à gérer ça, c'est pas son histoire. Et donc on sent cette contradiction tragique, et on sent qu'il se dit à un moment, en effet, et il le fait comme un cadeau à Varoufakis, en disant tu es le premier à qui je le dis. Donc on va trancher, on va demander au peuple de trancher. Hein. Et là, en effet, est-ce qu'il souhaitait perdre ou souhaitait gagner? Bon, je pense qu'à partir du moment où ils le faisaient, ils ne savaient pas s'ils allaient gagner. Ils sont surpris de gagner, mais ils le font parce qu'ils pensent qu'il faut le faire. Et là, se fait ce dénouement tragique qui est très rapide. C'est-à-dire qu'il a gagné, il a une légitimité supérieure, mais il en paye en même temps le prix. Hein, c'est la roche tarpéienne est près du Capitole, hein, c'est-à-dire il est au sommet, il est légitimé, et hop, hein, se fait la capitulation que les gauches grecques ont payé très tragiquement cette année, hein, avec les élections, qui font d'ailleurs que Tsipras et Varoufakis se trouvent tous les deux députés. Hein, ils sont ensemble au Parlement et pas des mêmes formations. Mais je trouve que voilà, ça, c'est, comment dire, il y a quelque chose de très très fort entre, qui est terrible sur ce monde des codes, y compris de cette langue, de l'anglais, d'un monde qui a ses codes, qui est fermé et qui ne supporte pas à la fois l'outsider individuel, hein, le prof d'économie brillant qui parle mieux que tout le monde, etc., et qui ne supporte pas le peuple outsider. Hein. C'est vraiment... Et en parallèle, il y a le monde des professionnels de la politique grecque, que ça serait plus loquace que moi là-dessus, qui est très violente, hein, qui n'est pas dans des civilités, etc. Et le monde de la politique traditionnelle grecque n'aime pas non plus ce Varoufakis. Alors s'il gagnait face à l'Europe, ils auraient applaudi, mais à partir du moment où ils n'y arrivent pas, voilà, on sent un certain cynisme politique qui explique le vote au Parlement. Et Costa a trouvé la bonne formule. Ils ont démis le peuple. Ils ont démis le peuple. Au début, Costa voulait faire, mais il y a en plus le générique très long, donc ça aurait été une double erreur, mais il voulait faire une litanie, hein, de tous les dégâts pour le peuple grec, avec des chiffres, et puis les citations, car beaucoup des héros de ce film ont reconnu que c'était une erreur. Vous avez des déclarations de Moscovici, vous avez des déclarations de qui d'autre, dit Juncker, d'autres qui ont dit on a eu tort, on s'est mal comporté. Hein. Donc ils voulaient faire une litanie de tout ça. Et finalement, c'est beaucoup plus sobre. Hein. Ils ont démis le peuple. Ils ont démis le peuple. Et dans ce cas-là, le peuple, et c'est dramatique pour ceux qui prétendent représenter ses espoirs, se venge évidemment. Et c'est l'histoire, ça a été évoqué, du référendum de 2005 en France. Ou de la promesse de renégocier le traité européen
lors de l'élection de François Hollande en 2017. Il a suffi d'une nuit pour que Hollande oublie cette promesse. Ce qui est assez beau, c'est que ce qu'on voit pour le coup, c'est aussi une histoire d'amitié entre Varoufakis et Tsipras, parce que une des premières fois où on développe vraiment le personnage de Tsipras, c'est dans la discussion avec la femme de Varoufakis. Et toutes ces scènes-là sont particulièrement réussies, les scènes les plus intimes, celles qui apportent des touches humoristiques, souvent des contrepoints, etc. Et là, tout à coup, elle se met à lui dire « mais tu sais, tu as toujours lâché, tu ne pouvais pas faire confiance, etc. » Et c'est lui qui, au contraire, la contredit en produisant un discours positif, en disant « non, non, au contraire, il m'a toujours appuyé, il m'a toujours défendu. » Et ça va du coup inaugurer leur relation à l'écran, qui est une relation de fidélité, y compris par intérêt commun compris, mais dans lequel il y a plus que ça dans ce qu'on voit dans l'image. C'est-à-dire qu'il y a aussi vraiment une forme d'amitié par-delà les cynismes, qui du coup donne une existence à Tsipras, même si c'est effectivement un personnage de second plan, parce que le cœur du récit, c'est Varoufakis. Un des éléments qui peut éventuellement provoquer ce petit sentiment de frustration, c'est qu'à la toute fin du film, pour le coup, le maître du jeu, ça devient Tsipras. Est-ce qu'à un moment, vous avez envisagé qu'il y ait encore une coda qui développe, qui renverse la perspective et qui soit attachée à Tsipras dans cette dernière partie, c'est-à-dire la partie directe de la trahison de la promesse du référendum? Oui, mais là, il fallait vraiment entrer dans la tête de Tsipras et voir ce qu'il pensait. Et ça, c'était impossible. Si je lui avais demandé, il m'aurait donné des explications qui seraient toutes à sa faveur. Comme je n'ai pas demandé d'ailleurs d'autres témoignages. Parce que chaque témoignage, c'est toujours à la faveur du témoin. Voilà. Donc je préfère regarder les témoignages de Varoufakis. Et pourquoi? Parce que j'ai écouté ce qu'il a fait, parce que j'ai vu et j'ai écouté ce qu'il a été dit et fait. Donc ça, c'était définitif, et ça n'était pas une sorte d'interview que Varoufakis m'aurait donné, que je n'aurais pas cru non plus, pour les mêmes raisons. Je ne travaillerai pas de secret en disant que, par des confidences que j'ai eues de Michel Gavras et de Costa Gavras, la femme de Tsipras pleure quand il y a l'anniversaire de tout ça. C'est une histoire tragique au sein des gauches. Et d'une certaine manière, Varoufakis est un remords vivant de ce point de vue. Hein. Il incarne ça. Mais vous avez entièrement raison. Moi, je trouve que dans le film, c'est ça un bon film. C'est que justement, il ne nous donne pas toutes les réponses. Et il nous permet de travailler là-dessus. La scène de l'Espadon est formidable. Formidable, avec fenêtre, là, et on sait. Enfin, la scène, l'intimité en effet, la scène où il y a, soi-disant, la surprise envoyée par Merkel pour tout arranger. Elle est filmée dans le vrai appartement des Varoufakis. C'est chez eux, hein, c'est pas un lieu autre. Donc ça s'est vraiment passé là. Et là, elle est d'une cruauté infinie, cette scène, avec ce type qui se bat, fliot, comme c'est bon, hein, il y a du soleil, il y a de l'ouzo, c'est bon, la civilisation, la nourriture et tout, et qui est d'une brutalité, ce que j'appelle l'obscénité. Et tout ça et ça. Par ailleurs, moi je trouve que dans la direction d'acteurs, parce que quand même, hein, ça fonctionne très très bien, et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, ce sont pour beaucoup des acteurs de théâtre, hein, et c'est pour ça qu'une bonne partie du tournage s'est fait à Athènes, avec pour les acteurs grecs, parce qu'ils ne pouvaient pas voyager tout le temps. Et il y a quelque chose dans l'acteur qui joue Tsipras, qui est son regard. Parce que l'énigme est totalement portée par son regard. C'est une sorte de regard vide, fixe, et c'est très très fort à la fin. Et voilà, ça... Bon, après, à nous, hein, ça a été dit, on peut voir ça déprimant, on peut voir au contraire sur le fait que ça appelle à encore plus résister et à ne pas se faire avoir les prochaines fois. Oui, parce que Tsipras, c'est quand même un homme seul. Et cette histoire de l'Espadon, c'est... Varoufakis qui m'a montré dans ce journal quotidien, il disait, Alexis, aujourd'hui, m'a dit qu'il se sentait comme un Espadon pris à l'hameçon. Le point de compte, c'est qu'un Premier ministre qui est pris à l'hameçon, qui ne peut pas agir, qui ne peut pas faire sa politique, qui est complètement paralysé. Donc, c'est un personnage tragique, comme je l'ai dit avant. C'est pour ça que je l'ai traité comme cela. Et d'une manière, je vais demander d'être présent, mais en même temps d'être ailleurs. D'être dans toutes ces pensées qui peuvent être dans la tête d'un chef d'État qui ne n'arrive pas à faire exactement ce qu'il a promis pendant les élections et qu'il a promis pendant la période où il était Premier ministre. Alpha, merci pour ce film. Bon, ça a été dit autour de Tsipras, et c'est vrai que c'est important la façon dont vous l'avez dit. Il a été acculé
il n'a pas trahi. Il n'a pas trahi par intérêt. Il y a deux choses que je voulais rajouter qui ne sont pas dans le film. Au moment où il y a donc les caricatures que les Allemands montrent des Grecs donc sur une projection, sur un écran, et ensuite, en réponse, Varoufakis va montrer donc à aucun moment, et alors je ne sais pas si ça a explosé, ça a été dit, l'Allemagne nazie et l'Allemagne post-nazie n'a jamais honoré la dette pour occupation et crime de guerre en Grèce. Jamais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une responsabilité de l'Europe. Il y a eu aussi une responsabilité de nous, Européens. À aucun moment, et malgré la demande d'un certain nombre d'entre nous de mobiliser pour aller à Bruxelles, devant le Parlement européen, de pouvoir faire masse, de pouvoir manifester, protester. On n'a jamais été foutu. On n'a jamais réussi à mobiliser, très peu en France, très peu partout. Et ça, c'est notre grosse faute, notre grosse erreur. Et la dette, si vous parlez de la fameuse dette allemande, c'est un débat très ouvert. Un débat très ouvert parce que le gouvernement de l'époque, au début des années 48, je ne sais plus exactement la date, le gouvernement grec qui était très pro-américain, il a accepté que les Allemands ne payent pas la dette. Alors, c'est une des vérités qui m'a été répétée plusieurs fois en cherchant précisément pour utiliser cette idée de la dette. Et non, le gouvernement avait accepté à l'époque et les Américains avaient promis qu'ils paieraient eux à la Grèce avec toutes sortes de produits, notamment des produits de guerre, parce qu'il y avait la guerre civile qui s'est présentée, etc. Donc c'était difficile de parler d'une manière très directe et très franche de cette dette allemande qui naturellement n'a pas été payée aux Grecs. Mais le gouvernement grec d'alors l'avait accepté. On n'avait déjà pas une très bonne opinion de l'Europe, mais c'est vrai qu'avec ce film-là, quand on voit la brutalité, vraiment avec laquelle les membres de l'Eurogroupe débattent, ou plus exactement s'affrontent avec Varoufakis, le gouvernement grec, c'est extrêmement violent, ça dit toute l'inhumanité de ces personnes, dans la manière dont ils pensent les peuples et la vie des peuples. Non, moi je voulais vous interroger sur les Français dans le film. On y voit Michel Sapin, on y voit Pierre Moscovici. Bon, on a évoqué Christine Lagarde et Emmanuel Macron fait une apparition. Mais les Français n'ont pas un très beau rôle. Michel Sapin a l'air un peu grotesque quand même comme personnage. Pas ou peu crédible, pas crédible. Bon, il n'est pas véritablement mis en scène, mais le peu qu'on en voit, ça donne pas très envie comme représentant du gouvernement français. Et puis Pierre Moscovici, qui est commissaire européen, je ne sais plus quelle délégation, l'économie, je crois, voilà, qui apparaît extrêmement faible, finalement, dans sa responsabilité face au président hollandais de l'Eurogroupe. Donc moi, je voulais un peu vous interroger sur ce que vous avez pu vous-même soit débattre avec Varoufakis, soit raconter dans le film de l'attitude des Français, et particulièrement du gouvernement français, au travers de Michel Sapin, et je crois de François Hollande, qui est celui qui danse à la fin du film. En tout cas, il m'a semblé penser que c'était lui qui était à côté d'Angela Merkel et qui entourait un peu Tsipras dans la scène de fin. Non, mais c'est que vous avez vu dans le film, c'est que j'ai retenu de tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait par les Français sur. Enfin, il y a beaucoup plus de choses, mais essentiellement, ces petites attitudes-là qui ont été faites, qui sont absolument exactes avec et ces phrases-là qu'ils ont prononcées, qui sont exactes avec la vérité historique. Il est vrai que la France était très faible dans cette histoire-là, très faible face aux Allemands.
Et à commencer par le président, parce que ce que font les ministres, Moscovici, qui est commissaire européen, ils poursuivent la politique du pays et qui est soumise à la politique allemande complètement. C'est ça le problème. Et ils ne peuvent pas faire plus, ils peuvent moins, comme le fait d'une manière très maladroite, à mon avis, Sapin, il se contredit complètement en pensant qu'il a affaire avec des gens très simples qui accepteraient tout. Or, Varoufakis n'a pas pu accepter. C'est lui qui aidait beaucoup, semble-t-il, d'après Varoufakis, c'était le président Macron. Il était ministre à l'époque, et il paraît-il, il est poussé beaucoup auprès du président Hollande pour qu'ils aident davantage, mais ça n'avait pas changé grand-chose, paraît-il. Moi, j'ai d'abord beaucoup apprécié le film, et essentiellement, bon, je ne sais pas si c'est volontaire de votre part, mais, comment dire, on perçoit très bien comment la gauche au gouvernement, même radicale, finalement cède à la finance. Et quand on dit que Tsipras a été acculé, oui, il a été acculé, d'accord, on peut dire ça. Mais tous les gouvernements de gauche ont trahi. Tous. On peut faire la liste. Ils ont fait des promesses, et une fois au pouvoir, ils ont trahi. Pourquoi? Parce qu'aucun n'a voulu s'en prendre vraiment à la finance. Et Tsipras, pas plus que les autres. Et pas parce qu'il était acculé. C'est réellement un choix. C'est un choix. Je termine. Maintenant, de ce point de vue-là, Edith Plenel a parlé de la transparence tout à l'heure. La transparence, elle n'existe pas dans le milieu de la finance. Pas du tout. C'est là où il y a le plus gros secret. C'est la première chose. Alors, de ce point de vue-là, pourquoi vous n'avez pas profité de ce film, que par ailleurs j'apprécie, pour ne pas citer les financiers qui sont derrière tous ces hommes politiques qu'on voit? Parce qu'on voit les hommes politiques qui appartiennent aux différentes institutions politiques. Mais derrière, il y avait précisément, vous le dites, c'est dit dans le film, les banques françaises, allemandes, etc. Pourquoi elles ne sont pas citées? Pourquoi cette généralité, les banques françaises? Il y avait la Société Générale, il y avait la BNP. Pourquoi c'est pas dans le film? Ça serait été un élément de transparence intéressant. Non, mais vous avez raison, monsieur. Vous parlez d'abord de la gauche. La gauche a toujours fait une politique de droite, très très souvent. C'est pour ça qu'elle est dans l'état dans lequel elle se trouve aujourd'hui. Regardez la gauche en France, regardez la gauche ailleurs, en Grèce, un peu partout. Voilà. Alors, citer les banques, je pensais que ça ajouterait quelque chose de particulier. Je pensais surtout les banques, et parce que toutes les banques sont les mêmes, que ce soit le nom, que ce soit le politique. C'est elle qui crée tous les 10 ans, tous les 12 ans, une crise majeure. D'ailleurs, je disais l'autre jour, on en prépare une autre bientôt. Voilà. Et qu'on leur pardonne chaque fois, et quand ils se trouvent dans le trou, qu'il faut de l'argent, qu'est-ce qu'ils font les gouvernements? Eh bien, ils leur en flou. Et l'argent le prennent au peuple. Voilà. C'est ça, cette idée générale qui m'a semblé important de montrer et de le faire entendre, mais pas stigmatiser un tel ou tel, parce que vous me direz, vous parlez de la Société Générale, pourquoi pas la petite banque qui se trouve, je ne sais pas où, à Marseille, qui a un autre... Ils agissent tous de la même manière. Voilà les problèmes. Moi, j'ai une question que je me pose continuellement. Quel était l'intérêt de Tsipras de mettre dans ses pièges le peuple grec avec un référendum? Pour moi, c'était une imposture, parce que Varoufakis, il était à l'Europe, il était un gouvernement fraîchement élu, il avait toute la légitimité, et il n'a jamais arrivé à changer ce mémorandum. Donc, il savait que soit il les signait, soit s'il ne les signait pas, il devrait sortir de l'euro. Et alors,
qu'est-ce qu'était l'intérêt d'aller demander aux Grecs, voulez-vous signer ou voulez-vous sortir de l'euro? On les a mis dans un dilemme qui n'avait aucune solution pour les humilier et les séparer après et leur infliger les pires des souffrances. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Je pense qu'il s'est trouvé, sans avoir des éléments historiques ou des réactions qu'il passe lui-même pour savoir la vérité. Mais je pense qu'il s'est trouvé devant une situation bloquée complètement. Il ne pouvait pas avancer, il ne pouvait rien faire, et il a décidé de faire un référendum pour arriver à l'Europe. D'abord, vous s'adresse au peuple, et voilà les problèmes que j'ai, vous êtes avec moi, vous êtes pour ou contre. Donc, il pensait qu'il allait avoir une force. Et probablement, ils espéraient, d'après ce qu'il a dit un peu pendant la presse, ils espéraient qu'il aurait le non. Donc, il a eu le non. Et il espérait par la suite qu'avec le non, il irait à l'Europe, et voilà, j'ai le peuple derrière moi, et voilà, je suis le peuple. Voilà. Alors, là, il faut entrer peut-être dans la tête de Tsipras, faire des suppositions, faire des prophéties même de la part du metteur en scène pour expliquer tout cela. Donc je suis resté. Oui, oui, mais c'est d'accord. Et là, il allait partir. Et les gens, oui. Oui, mais comme il était bloqué, la menace de l'autre côté, c'est qu'on va sortir de l'Europe, de l'euro. Et le peuple grec ne voulait pas sortir de l'euro. Il était coincé complètement. C'est pour ça que l'idée de Xifi, de Spadon est importante, parce qu'il est coincé complètement. Et il pensait peut-être qu'avec le référendum, il allait couper le fil qui le retenait. Je pense, là, je fais des spéculations sans avoir aucune raison pour les appuyer. Merci. Le film sort bientôt. Au passage, moi j'attends le Adults in the Room 2, parce que ce serait quand même bien d'en faire un sur le Brexit aussi. Tout ça comme ça, à toute fin utile. Merci beaucoup à Costa Gavras et merci à Eloute Menen. Merci à White Boys pour la protection.